Introduction à la recapitalisation. Ce groupe a commandé une étude à l'Université Saint-François-Xavier pour voir s'il était faisable d'établir une société de développement économique communautaire à Guysborough. Dans leur rapport, les auteurs, le Dr Ian Spencer et Léo Galland, ont indiqué qu'il existait une occasion viable de fonder une telle société pour lutter contre la crise du chômage et du sous-emploi. Le document a été présenté au gouvernement provincial et fédéral, puis, après des travaux intensifs et s'échelonnant sur près de 2 ans, l'initiative a enfin vu le jour. C'est en 1979, pendant le bref mandat du gouvernement Joe Clark. Il a été convenu que les premiers capitaux d'investissement seraient alloués à un fonds de crédit renouvelable à Guysborough en Nouvelle-Écosse et à Nanaimo en Colombie-Britannique. Chaque communauté s'est vue consentir un montant de 500 000 $ pour démarrer le projet pilote. Ce groupe a commandé une étude à l'Université Saint-François-Xavier pour voir s'il était faisable d'établir une société de développement économique communautaire à Guysborough. Dans leur rapport, les auteurs, le Dr Ian Spencer et Léo Galland, ont indiqué qu'il existait une occasion viable de fonder une telle société pour lutter contre la crise du chômage et du sous-emploi. Le document a été présenté au gouvernement provincial et fédéral, puis, après des travaux intensifs et s'échelonnant sur près de 2 ans, l'initiative a enfin vu le jour. C'est en 1979, pendant le bref mandat du gouvernement Joe Clark. Il a été convenu que les premiers capitaux d'investissement seraient alloués à un fonds de crédit renouvelable à Guysborough en Nouvelle-Écosse et à Nanaimo en Colombie-Britannique. Chaque communauté s'est vue consentir un montant de 500 000 $ pour démarrer le projet pilote. Ce qu'on voit ici, c'est un chèque de 400 000 $ remis à Guysborough en janvier 1980. Il fait suite à un premier chèque de 100 000 $, lui remis en novembre 1979, pour un total de 500 000 $. Dans les années qui suivent, les organisations partenaires se multiplient et peu après, les CBDC prennent forme. Le nom du programme passe de LEADA à LEAD en cours de route et en 1986, il devient Programme de développement des collectivités. Voilà donc en gros les origines du programme. L'Association atlantique des CBDC, autrefois Eastern Canadian Association of Business Development Corporation, s'est constituée auprès d'Industrie Canada en décembre 1988 en vertu de la réglementation fédérale de l'époque. En 1995, le rôle d'encadrement du programme est transféré de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'APECA. À l'époque, on parlait plutôt du ministère du Développement des Ressources humaines Canada. L'une des premières mesures de l'APECA consiste à commander une étude. Elle embauche un nommé Jacques Michaud, ancien vice-président de la Banque de développement du Canada, afin de concevoir des modèles d'autonomie pour les centres d'aide aux entreprises du Canada Atlantique. L'étude s'échelonne sur 3 ou 4 ans. À l'époque, on est d'avis que les organisations devraient se suffire à elles-mêmes, mais une remise en question du modèle survient à la fin des années 1990. En effet, comme on constate que les organisations affichent de très bons résultats, on se demande si l'autosuffisance est le meilleur modèle à adopter. C'est d'ailleurs du rapport Michaud que découlent certaines de nos activités et bon nombre de nos politiques et procédures actuelles. Le classement des prêts catégorie A, B, C ou D en est un exemple. De plus, dans son rapport, M. Michaud insiste aussi sur l'importance pour les prêteurs à haut risque d'équilibrer leur portefeuille. Si tous les prêts se retrouvent dans la catégorie à très haut risque, c'est de mauvais augure pour la pérennité de l'entreprise. Après les travaux de Michaud, c'est l'établissement de la Facilité de crédit centrale, ou le FCAL, qui marque un nouveau tournant dans l'évolution des CBDC. Elle résulte de discussions sur le besoin de certaines CBDC de se procurer du capital supplémentaire pour répondre aux besoins de leurs entreprises clientes. À ce moment-là, les organismes de développement des collectivités de l'Ontario s'employaient aussi à proposer un concept de mise en commun des ressources.
C'est le document Ontario Asset Management Plan, soit le plan de gestion des actifs de l'Ontario, qui leur servait alors de référence. Les organismes du Canada Atlantique l'ont étudié, mais ont vu que leurs objectifs différaient. En 1999, à une assemblée générale annuelle tenue à Saint John's, Terre-Neuve, on a demandé aux membres s'ils étaient favorables à l'adoption du plan de l'Ontario. La majorité a voté contre. C'est là qu'on s'est attaqué à l'élaboration d'un modèle propre au Canada Atlantique, d'où est né le FICAEL. Je reviendrai. On voit ici le bilan de l'exercice 1999-2000. Ce qu'on remarque surtout, c'est que les fonds de l'Eastern Canadian Association of Business Development Corporation ne dépassaient pas 70 000 $ au total. À l'époque, l'association ne comptait aucun employé et son conseil d'administration était formé des directeurs généraux des CBDC du Canada Atlantique. Ce n'est qu'après 2001 que des représentants se sont joints au conseil. Au tout début de l'association, les revenus étaient plutôt bas. Voici l'état des résultats du 30 juin 2000. On observe un revenu total de 225 000 $ et la présence d'un léger déficit en fin d'exercice. En 2001, un nouveau moment charnière marque l'histoire de l'Association atlantique des CBDC. La publication d'un rapport par Sheila Fraser, vérificatrice générale du Canada. Dans le document, elle clarifie la question du droit de propriété des communautés locales sur le fonds d'investissement. Elle explique que les fonds sont accordés individuellement aux corporations sous forme de subventions ou de contributions et que comme cet argent appartient à la communauté, le gouvernement fédéral ne peut le récupérer. La seule liberté dont il dispose est d'augmenter ou de réduire le financement alloué pour fonctionnement du fonds. Dans ce rapport, le propos semble assez clair. Le fonds d'investissement appartient aux corporations des communautés du Canada Atlantique. Par conséquent, le gouvernement fédéral ne peut recouvrer ni réclamer la moindre somme. En 2003, l'initiative Femmes en affaires est lancée. Il s'agit d'un programme des réserves visant à assister les entrepreneuses dans la région rurale du Canada Atlantique. Ensuite, en 2004, c'est le Fonds de développement technologique qui est créé. Il a pour but de stimuler l'innovation et de favoriser le développement technologique dans les milieux ruraux. En 2009, on recommence à discuter de la capitalisation, étant donné que plusieurs CBDC ont du mal à franchir les seuils fixés par le FICAEL, chargé en tant que facilité de crédit central de consentir des prêts aux CBDC. On convient qu'il faudrait vraiment envisager la recapitalisation de ces CBDC de façon à leur donner les moyens de répondre à la demande de leurs clients. Une réunion avec la présidence de l'APECA s'est tenue à Ottawa, où la question de l'octroi de fonds supplémentaires a été abordée. Selon l'agence, comme les coffres du réseau étaient bien garnis, il y avait sûrement moyen de recapitaliser ces CBDC. Étant donné que le programme de développement des collectivités ne disposait que d'un budget limité, il a été convenu qu'il était temps de faire un examen complet du dossier et de réfléchir aux prochaines mesures à prendre. De là est né en 2010 le modèle du développement des collectivités de l'avenir. Voici les 4 grands objectifs forts qui ont été établis. Explorer une nouvelle façon de gérer les capitaux d'investissement, envisager des moyens de soutenir le programme de capital d'appoint, se pencher sur la capitalisation, explorer une nouvelle façon d'allouer le budget du programme de développement des collectivités à toutes les CBDC. C'est ainsi que le 8 décembre 2010, à l'issue d'un vote de tous les membres, le modèle du développement des collectivités de l'avenir a été adopté. Dans la foulée de nos discussions sur ce modèle d'affaires, qui est en vigueur depuis 7 ans maintenant,
On a aussi défini une stratégie de recapitalisation. Mais voilà qu'elle nous pose certaines difficultés et on espère y trouver des solutions lors des échanges sur la capitalisation. Pour conclure ce premier exposé, je veux dire 2 mots sur la pertinence du programme. Le programme a été évalué plusieurs fois, tant à l'interne qu'à l'externe, eu égard à divers aspects comme la pertinence et le rapport coût-avantage. La conclusion est la même à tout coup. Le programme est pertinent car l'argent dépensé a des retombées concrètes. En 2010, les fonds alloués au programme faisaient partie intégrante du budget. Oui, des évaluations ont encore lieu aujourd'hui, mais il reste que le programme a terminé la phase pilote il y a longtemps. Il est maintenant ancré dans les milieux ruraux du Canada atlantique. Je veux aussi mentionner la situation financière de l'Association atlantique des CBDC. Tout à l'heure, on a parlé de son ancêtre, l'Eastern Canadian Association of Business Development Corporation, plus précisément de l'état de ses fonds et de son volume d'affaires en 2000. À l'époque, l'état de résultat indiquait des revenus de 250 000 $ et le bilan faisait état d'un actif de 70 000 $. Si on jette un coup d'œil aux états financiers de l'Association atlantique des CBDC en date du 31 mars 2017, le bilan indique qu'elle gère aujourd'hui un actif de 50 millions de $. Par ailleurs, si on consulte l'état des résultats, on s'aperçoit que le volume d'affaires annuel a bondi à 2,2 millions de $. On a donc fait des pas de géant depuis les dernières années. À l'époque, tout était fait sur une base volontaire. Dans le conseil d'administration, il n'y avait que des hommes salariés. Aujourd'hui, on y retrouve des bénévoles, hommes et femmes, issus de divers conseils du Canada atlantique. Le conseil reflète aussi une certaine diversité, contrairement à avant. La prochaine vidéo portera sur les origines du FICAEL.